Ok, ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Alors, avant que tout le monde arrive et se connecte, ceux qui sont présents déjà, vous êtes à peu près une 80. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si le son est bon, si au niveau caméra aussi ça fonctionne. Hop, on est connecté, on vous lit en même temps. Très bien, merci à tous. Comme ça, au moins, ça nous rassure aussi de nous dire que le setup il est correct. Donc, bienvenue sur ce webinaire de Digiformag. Pour ceux qui me connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas, donc moi je m'appelle Pascal, je m'occupe de la partie événements de Digiformag et aussi d'OF Connect, qui est notre communauté d'OF. Je suis avec Maëva Coton, qui est chef de produit chez Digiforma. Je pense que certains la connaissent, peut-être ceux qui sont clients Digiforma. Et surtout, on a comme invité donc Pablo Garcia, qui travaille chez Lex Persona. Et donc aujourd'hui, on est tous les trois pour vous évoquer un sujet qui n'est pas forcément simple pour vous aujourd'hui, qui est la signature électronique, l'émargement électronique. On en a parlé déjà à quelques reprises sur Digiformag, aussi sur OF Connect, mais on sentait bien que c'était un sujet qui était encore un peu délicat, un peu technique. Et on s'est dit, on va le vulgariser, donc avec Pablo, avec Maëva, et vraiment pour que là, en 1 heure de temps, vous ayez vraiment les éléments les plus importants en main, et pour attaquer l'année 2024-2025 avec les bonnes infos et pas vous perdre dans des considérations techniques et juridiques trop importantes. Donc, le webinaire va durer un peu moins d'1 heure. On a une présentation, Pablo, qui va durer à peu près 20 minutes avec des slides que vous pourrez récupérer à la fin, vous inquiétez pas. Et puis après, on s'accordera, je pense, 30 minutes de questions-réponses. Donc là, vous avez évidemment, comme d'habitude sur Livestorm, la partie questions. Le chat, c'est plus pour interagir un peu, nous dire que si jamais pendant le live, il y a des coupures, dites-le nous. Mais sinon, la partie questions et vous votez pour les questions qui vous intéressent le plus. Et à la fin, on essaiera de toutes les traiter si on peut. On a Séverine aussi qui est sur le support pour répondre à l'écrit à vos questions. Et puis, on se laisse le temps de pouvoir échanger. Et on terminera, je pense, à 15 heures, si tout va bien. On a un sondage aussi. On avait préparé un sondage simplement pour savoir un petit peu aujourd'hui où vous en êtes par rapport à la signature électronique. Alors, attendez, on va le lancer. Hop, voilà. Donc, dans la partie sondage, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que pour vous, c'est encore nouveau? Est-ce que vous avez déjà pris des outils? Est-ce que vous y pensez pour cette année? Ok, c'est kiff-kiff pour l'instant. On est sur un public, Pablo, tu vois, qui est à peu près 50% équipé. Ouais, très bien. Merci pour ce retour. Et puis dans le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi ceux qui sont clients Digiforma, voilà, ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je vais lancer la présentation, Pablo, si ça te va. Et puis, ce qui peut être intéressant, parce que évidemment, Lex Persona, tout le monde ne connaît pas. Et puis, ça vaut le coup quand même que tu présentes rapidement ta société, parce que vous êtes quand même aujourd'hui quand même les leaders sur le marché. Et donc, nous, chez Digiforma, vous êtes nos partenaires de confiance sur cette partie-là. Donc, voilà, Pablo, je te laisse dérouler tes slides. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle. Mais écoute, merci beaucoup. Donc, je me présente, Pablo Garcia. Donc, je suis account manager chez Lex Persona. Donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis chez Lex Persona. Mais avant ça, je travaillais déjà dans le monde de la signature électronique. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre, ou du moins de défricher un peu ce monde-là qui paraît un peu lointain. Et donc, à la fin du webinaire, vous devriez être un peu plus au courant de ce qu'est la signature électronique. Donc, juste pour vous parler rapidement de qui on est, donc chez Lex Persona. Donc, Lex Persona, on est un éditeur de logiciels donc spécialisé dans le domaine de la signature électronique. Donc, en fait, on va éditer des solutions vraiment focus signature électronique. Et ça, on va le faire depuis 2005. Donc, vous voyez, c'est pas forcément des solutions qui sont très récentes, mais c'est des solutions qui sont utilisées depuis quasiment 20 ans. Donc, on est une entreprise 100% française basée à Saint-André-les-Vergers, dans l'Aube, juste à côté de Troyes. Mais le marché du travail étant ce qu'il est dans l'Aube et à côté de Troyes, moi, je vous parle depuis Montpellier, parce que sur la quarantaine de personnes qui travaillent chez Lex Persona, à peu près la moitié est en full télétravail en France. Donc, sur la quarantaine de... Ça s'entend à l'accent, peut-être un peu le côté montpelliérain. Oui. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous aussi d'où vous êtes connectés. Est-ce qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Lyonnais, de Montpelliérains? N'hésitez pas à nous le dire aussi.
Et donc, juste pour terminer rapidement sur cette diapo, donc sur la quarantaine de personnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vingtaine d'experts techniques qui ont pour but justement de faire évoluer cette solution, ne serait-ce que par les retours de nos clients, mais aussi sur les évolutions de la réglementation. La réglementation est sans cesse en train d'évoluer autour de la signature électronique, et donc il faut qu'une société comme la nôtre, qui va fournir des solutions de signature, puisse s'adapter à cette réglementation-là. Juste pour terminer sur la société, sur donc les points forts qu'on va mettre en avant. Déjà, on a une infrastructure solide, on est ISO 27001, on est HDS, donc hébergeur de données de santé, même si ça ne vous concerne pas forcément dans le monde de la formation. C'est important à mettre en avant parce que ça va montrer la rigidité, surtout la fiabilité de nos infrastructures informatiques qui nous permettent donc de fournir cette solution de signature électronique. Bien sûr, bon, j'expliquerai ce que c'est par la suite, mais on est certifié prestataire de services de confiance qualifié EDAS. On verra par la suite ce qu'est le règlement EDAS. Et vu qu'on est un acteur 100% français, tous nos prestataires vont être français, mais aussi on est propriétaire de nos serveurs qui vont être basés en France. Ça, c'est une question, enfin, c'est une remarque importante, Pablo, parce qu'effectivement, beaucoup de nos auditeurs sont intéressés par la souveraineté des entreprises. Donc, c'est vrai que c'est important que tu le précises. Et de plus en plus. Et donc, vous avez quand même pas mal de clients et de références aujourd'hui au niveau français. Exactement, tout à fait. Et en fait, justement, pour rebondir là-dessus, on a de plus en plus de prospects et de clients qui sont très intéressés par le côté souveraineté et qui reviennent d'autres services qui ne sont pas forcément 100% français et qui les challenge avec nous, justement. Et je pense notamment à des acteurs dans le domaine public. On va travailler, par exemple, avec le ministère de la Culture, avec le CNRS, mais aussi avec des collectivités. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la formation, bon, logiquement, vous le savez, on va travailler avec Digiformat, mais en plus de ça, on va travailler aussi avec bon nombre d'universités qui vont utiliser nos solutions pour que ce soit pour des conventions de stage ou pour la signature de devis ou quoi que ce soit. Juste pour terminer, donc, sur qui on est. Donc, on a aujourd'hui plus de 2000 clients actifs et on va faire 3 millions de signatures et de cachets tous les mois. Et comme je le disais, 19 ans d'expérience. Ça marche. Avant qu'on démarre, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas dans le chat à nous dire aussi votre expérience par rapport à la signature électronique. Partagez-nous un petit peu ce qui s'est passé de votre côté pour ceux qui l'ont testé. Et puis, évidemment, pour ceux qui ont des questions plus précises, l'onglet questions. Maëva, peut-être je te laisse te présenter rapidement aussi parce que tu n'es pas là juste pour m'accompagner. Tu connais quand même bien le sujet aujourd'hui. Alors du coup, je suis chargée de projet Digiformat. Je suis chef du produit Digiformat, la partie vraiment administrative de l'application. Et donc, du coup, on a appliqué et on a travaillé avec notre partenaire de confiance qui est ici l'Expersona pour proposer la partie signature électronique sur un bon nombre de documents qui sont générés automatiquement depuis Digiformat. Donc, ça permet vraiment en 2 clics, une fois qu'on a généré notamment sa convention de formation, de l'envoyer directement à son ou ses signataires et de venir proposer l'outil de signature électronique. Alors, c'est un sujet, comme on l'a dit, on a en préparant ce webinaire, on a voulu vulgariser au maximum. Donc, Pablo, au départ, tu avais prévu des schémas. On s'est dit non, on va faire simple. Donc, là, l'idée, c'est qu'on partage un peu le contexte, la définition, qu'on rentre un peu dans des détails quand même juridiques, mais de manière très rapide. Et après, évidemment, on finira sur les avantages parce que, in fine, c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est pourquoi passer sur cette technologie et en quoi, hormis pour les financeurs, parce que la question, elle est là aussi pour les OF, ça peut être intéressant pour mon business et pour mon OF. Tout à fait. Julie, par exemple, fait une très bonne transition qui explique qu'en effet, l'AGFIS, maintenant, et nombre de financeurs externes demandent de passer par des prestataires de signature électronique. Donc, tout à fait, Julie, merci pour cette information. On en parlera. Pablo, je te laisse peut-être continuer sur ta prochaine slide. Allez, pas de souci. En guise d'introduction, je voulais vous partager quelques chiffres. En fait, on a lancé une étude récemment, justement, sur le marché de la signature électronique et comment il était perçu en France. Donc, on a lancé cette étude au travers du cabinet YouGov. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'au final, maintenant, 67% des décideurs ont adopté une solution de signature électronique. Et 73% déclarent en avoir recours au moins une fois par semaine. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'on voit que peu importe le secteur, historiquement, c'était beaucoup dans le monde de la banque ou de l'assurance, malgré que l'assurance a été un peu en retard sur le sujet.
maintenant, ça s'est démocratisé à tous les types de secteurs. On va pouvoir le voir dans le monde de l'immobilier, dans le monde bancaire, dans le monde du public énormément, et donc logiquement aussi dans le monde de la formation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au final, 87% des utilisateurs affirment gagner entre plusieurs heures et plusieurs jours grâce à la signature électronique. Et ça, on le verra par la suite. C'est notamment grâce au fait qu'il n'y a pas de rupture dans le process de signature. Il n'y a pas de document à imprimer ou quoi que ce soit. Tout va se passer via des relances et directement sur son PC ou sur son téléphone. Pour les principaux cas d'usage, historiquement, c'est beaucoup dans le domaine du commerce avec la signature des devis, des factures ou quoi que ce soit. Plus récemment, dans le monde du RH, avec les contrats de travail, etc. Et encore plus récemment et de plus en plus, donc dans le monde de la formation, que ce soit avec les conventions de stage, je pense notamment par exemple aux universités, ou encore avec les feuilles d'émargement. Ça marche. Est-ce que tu peux nous donner la définition? Comme ça, on part tous sur la même base pour comprendre d'où vient la signature électronique. Alors justement, maintenant qu'on a vu ça, on va se demander, mais qu'est-ce que c'est une signature électronique? Déjà, la signature électronique, c'est quelque chose qui est encadré par un règlement, donc le règlement EDAS, qui est un règlement européen, ce qui est important, qui va encadrer toutes les transactions numériques, dont la signature électronique et tous les autres services de confiance, le cachet ou les identifications à distance, par exemple. La signature électronique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas le dessin de la signature qu'on va copier-coller sur un document, mais en fait, de base, c'est un mécanisme qui repose sur des algorithmes. Et donc, en fait, c'est une fonction mathématique qui va permettre d'identifier et de sceller le document et de relier le signataire au document. Donc, pour le coup, une signature électronique, elle se différencie d'une signature manuscrite ou bien d'une signature numérisée, une signature qu'on aurait scannée, par exemple, par le fait qu'elle n'est pas visuelle. On n'est pas obligé de mettre le dessin de la signature sur le document pour que le document soit signé, malgré que pour garder les usages de tout le monde, etc., c'est quand même plus intéressant de laisser la grille de signature, on va appeler ça, et par le fait, donc justement, qu'elle n'a pas besoin de cette grille pour être valable et valide. Alors, est-ce que du coup, tout le monde a bien compris et peut-être que vous n'aviez pas l'information, peut-être que sur le chat, vous pouvez nous dire si c'est quelque chose que vous apprenez ou pas, mais que vraiment, en fait, la signature électronique, elle est inscrite dans l'intérieur du document, dans les paramètres de votre PDF et c'est pas forcément la signature visuelle qu'on va venir voir appliquer. C'est pas parce que, par exemple, sur PDF, vous dessinez une signature que ça correspond à une signature électronique. Oui, et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre aujourd'hui. C'est vraiment un process mathématique qu'on vient appliquer sur un document PDF et c'est ça vraiment le marquage encrypté qui fait foi lors de cas de jurisprudence ou alors au tribunal. Et surtout, quand vous prenez une solution de signature électronique, c'est ça, un Pablo, bien vérifié que c'est certifié par le règlement EDAS. Parce que sinon, c'est pas un terme qu'on utilise comme ça à tort et à travers. Il y a du juridique derrière, il y a ce règlement européen. Et donc, voilà, n'importe quel produit solution, vérifiez qu'il y a bien cette certification. Et Julie disait quelque chose de très intéressant qui disait elle ne peut pas être copiée. Et c'est tout à fait ça, en fait, le process qui est derrière cette preuve de signature électronique. Ouais. On vient vérifier justement que cette griffe et ce marquage encrypté, il est infalsifiable, non réutilisable, inaltérable et irrévocable. Donc, on vient vraiment prouver notamment dans la lutte contre les différentes fraudes. Et nous, c'est par ça, en fait, qu'on veut venir vous accompagner. C'est vous aider à lutter contre la fraude par l'utilisation de signatures électroniques à travers notre partenaire, l'Expersona. Exactement. Alors, là, Pablo, on va rentrer dans un sujet un peu plus pas compliqué, mais un peu plus technique. Il y a plusieurs niveaux de signature électronique. Donc, on va quand même vous les présenter, même si pour le monde de la formation, tous les niveaux sont pas forcément pertinents. Restez concentrés. Pablo, je te laisse prendre la slide suivante. Merci. Et puis, on va vous expliquer un peu quels sont ces trois niveaux et après, dans quel cas, à quel cas ils peuvent correspondre et comment choisir son niveau de signature. Donc, globalement, en fait, le règlement EDAS, il va définir trois grands niveaux de signature électronique. La signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Chacun de ces niveaux va correspondre en gros à un niveau de risque ou à des contraintes réglementaires nécessaires au moment de la signature. La signature qualifiée, on ne va pas forcément énormément en parler parce qu'en fait, elle est surtout utilisée dans des domaines à forte valeur juridique. Donc, que ce soit par exemple les actes notariés,
ou encore la signature des marchés publics qui nécessite de la signature qualifiée. Mais en fait, cette signature qualifiée-là, elle est complexe à mettre en place parce qu'elle va nécessiter une authentification du signataire de façon substantielle. C'est-à-dire, globalement, c'est une identification qui ne peut pas être révocable. Donc, on peut la faire soit au travers d'un face-à-face, donc pour une signature électronique, c'est pas forcément très intéressant, ou via des identifications type l'identité numérique de la Poste ou demain France Identité. La plupart des signatures du marché, c'est ça qu'il faut bien entendre, c'est que ça va être des signatures simples et des signatures avancées. La signature avancée, ça va être souvent dans le monde bancaire, justement, pour l'entrée en relation bancaire, c'est une obligation, où là, on va aller vérifier l'identité du signataire, soit via sa pièce d'identité, soit via France Connect, imaginons. À côté de ça, il y a la signature simple. La signature simple, c'est une signature qui a une valeur probante. Il y a un horodatage du document, donc le document ne peut pas être modifié, il a été scellé et on va vérifier l'identité du signataire via un code OTP qui peut être envoyé soit par mail, soit par SMS. Et en fait, il ne faut pas dévaloriser cette signature simple parce que c'est une vraie signature et en plus de ça, si vous avez déjà utilisé de la signature électronique, par exemple, pour signer un contrat à la banque, pour signer un compromis peut-être ou quoi que ce soit, eh bien, 80 à 90% des signatures vont être de la signature simple. Ouais, c'est vrai que le nom, il paraît un peu négatif, mais pas du tout. C'est juste l'appellation légale de ce type de signature. Et du coup, d'ailleurs, Maëva, vous, sur Digiformat, c'est aujourd'hui ceux qui ont l'option signature électronique, c'est celle-là qu'ils utilisent. Tout à fait. Et comme tu disais, Pablo, très bien, c'est horodaté. Donc, au niveau des financeurs, il n'y a aucun problème. Ça passe très bien. Complètement. Et en fait, c'est l'avantage du coup d'utiliser Digiformat, c'est qu'on a un seul et même outil pour à la fois générer ces documents très rapidement et aussi proposer des services de signature électronique. Donc, on vient générer son document et en un clic, on peut venir proposer à ces différents signataires de signer électroniquement les documents. Et on peut même avoir le suivi de ces documents puisqu'on a un tableau de suivi dans les rapports d'activité qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est dans les process de signature sur ces différents documents. Ça, c'est une première étape. Et évidemment, la signature qualifiée, on connaît maintenant tous un peu France Connect Plus. Pablo, là, moi, je l'ai essayé dernièrement. Pour ceux qui ont passé le CPF aussi, c'est vraiment un niveau qui est extrêmement sécurisé. Mais évidemment, pour la plupart des financeurs et la plupart de vos formations, il n'y a pas besoin d'un tel niveau de sécurité. Mais c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le compte CPF, on venait s'identifier sur le compte CPF avec le numéro de sécurité sociale et ça suffisait. Et aujourd'hui, avec le resserrement et vraiment cette nouveauté de signature électronique, on vient maintenant s'identifier avec, comme tu le disais Pascal, France Connect Plus, avec son identité numérique La Poste. Et c'est intéressant de voir que même le CPF a évolué vers ce type. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour vous sonder là sur la partie CPF et France Connect Plus. Est-ce que ceux qui depuis 6 mois ont des apprenants qui l'ont utilisé ou même vous-même, nous faire un retour aussi parce que c'est important qu'on sache un peu où chacun en est. Le système quand même, c'est bien fluidifié. Enfin, Pablo, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, de mon côté, je l'ai trouvé assez bien fait. Mais évidemment, ça a un coût. Si vous voulez l'utiliser, ce système, on va peut-être pas dire le prix exact, mais c'est pas gratuit. Effectivement, ça a un coût parce que à l'heure actuelle, pour faire cette signature qualifiée à distance, il y a un seul prestataire qui est l'identité numérique de la Poste. Et donc, logiquement, quand on a entre guillemets en situation de monopole, on doit mettre un coût derrière. Juste pour terminer sur cette diaporama, j'ai pas précisé, mais OTP, c'est One Time Password. Et merci pour l'accent anglais. Mais ça veut dire c'est le code que vous pouvez recevoir lors d'une signature par SMS ou par mail. Un code. Peut-être tu peux répondre. Yannick pose la question, est-ce que la signature qualifiée est obligatoire? Pablo, est-ce que tu peux compléter pour dire que vraiment la signature qualifiée, on est vraiment sur un niveau très élevé? En fait, c'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé et il est utilisé notamment pour les actes notariés, par exemple, pour la signature des marchés publics. Même les marchés qui ne sont pas publics ne sont pas obligatoires avec la signature qualifiée. Et derrière, il y a peu de règlements qui vont la rendre obligatoire parce qu'on sait que c'est une signature qui est compliquée à mettre en place. Et c'est ce que je veux expliquer justement sur cette diapo-là. En fait, il faut choisir toujours son niveau de signature par rapport à la balance risque qu'on va faire signer, risque du document et expérience utilisateur. Bien sûr,
la signature électronique qualifiée va être la plus sécurisée. Mais par contre, en expérience utilisateur, ça va demander à ce que l'utilisateur ait une identité numérique de la Poste. S'il n'en a pas, ça va lui demander de la créer avant de pouvoir signer. Donc, en termes d'expérience utilisateur, il faut vraiment mettre ça dans la balance justement entre le ratio expérience utilisateur et risque. Donc, c'est tout ça qu'on va demander en fait, sur lesquels il va falloir s'interroger avant de choisir son niveau de signature. Donc, les obligations réglementaires. Quand il y a une obligation réglementaire, là, la question ne se pose même plus. Et derrière, la portée du document, la vraisemblance du litige, la gravité du litige et le type de document. Ouais. Si on prend comme exemple tout simplement un devis, imaginons, on pourrait définir par exemple un montant au-delà duquel ça pourrait être tellement important que la personne refuse ce devis après l'avoir signé, de mettre une signature avancée, imaginons. Et sinon, la signature de devis peut très bien se faire via une signature simple. Et les feuilles d'émargement, vu qu'au final, il y a peu de risques sur le document, la signature simple est amplement suffisante vu que c'est une signature qui reste certifiée. Surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, dans le monde de la formation professionnelle, de manière globale, on ne signe pas des actes notariés, même si les conventions de formation font foi et c'est des documents commerciaux très importants, mais on n'est pas sur le même niveau de sécurité. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au niveau avancé et qualifié, surtout que l'utilisation de l'identité numérique La Poste, tu pourras peut-être parler de ton expérience, Pascal, mais ça nécessite en tout cas une certaine logistique, donc de se déplacer à La Poste, de venir créer son identité numérique. Et on ne peut pas imaginer utiliser ce type de signature pour chaque formation avec des apprenants qui ne sont pas forcément... investi à ce niveau-là d'aller se déplacer à la Poste pour signer ces créneaux de formation professionnelle. En fait, on arrive sur une logistique qui dépasse vraiment. Donc, dans le monde de la formation professionnelle, et moi je veux vraiment insister là-dessus aujourd'hui, la signature simple fait partie du règlement EDAS et est vraiment déjà à un niveau de sécurité très important. Il y a une question d'Annie. Alors, moi, j'ai pas forcément cette information, Annie, mais là, j'ai le fils qui refuse les signatures électroniques. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que tu as eu comme refus? Moi, d'expérience de ce qu'on voit et on entend sur OF Connect, certains financeurs n'ont pas forcément toutes les clés juridiques et techniques et se mélangent un peu les pinceaux aussi. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, Pablo et Maëva, est-ce qu'un financeur peut refuser? Non, vraiment la signature électronique. Au contraire, les financières viennent refuser les émargements numériques. Ça oui. Qui n'ont pas de valeur probante. Qui n'ont pas de valeur probante. Mais par contre, les financeurs acceptent les émargements électroniques et les signatures électroniques. Alors Annie, mettez le replay, partagez-le à votre financeur, comme ça il pourra peut-être reprendre un peu les éléments de son côté. Mais tout à fait, la GFIS compare les signatures des conventions et celles des feuilles de présence, puisqu'en effet, c'est ce qu'on vous disait en introduction. Vraiment, avec le Covid et le 100% à distance et le blended, les financeurs arrivent avec une vigilance qui est beaucoup plus accrue sur les méthodes de signature. Et c'est dans ce cadre-là que Digiformat s'est intéressé à mettre en place des solutions de signature électronique dans les documents. Je vais rebondir juste sur deux questions qui nous concernent directement pour le coup. Oui, les numéros étrangers pour envoyer le code peuvent marcher, ou sinon directement se servir de l'adresse mail pour envoyer le code via l'adresse mail pour en cas de doute ou en cas où il n'y aurait pas de numéro pour l'apprenant. Et pour comparer justement entre émargement numérique et signature électronique, c'est ce qu'on expliquait au début. L'émargement numérique, ça va être copier-coller une image de signature, ce qui n'a pas de valeur, alors qu'une signature électronique, même s'il va y avoir l'image de la signature, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir ce process, cet algorithme, disons mathématique qui est apposé sur le document et qui va sceller le document avec un euro d'attache qualifié, etc. Et donc, en fait, donc le document est forcément infalsifiable et on voit vraiment l'identité du signataire à travers cela. Donc, c'est pour ça que les financeurs viennent demander des émargements électroniques de plus en plus. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait en effet du copier-coller de signature et qu'il y ait de la triche, entre guillemets, en matière de financement. Donc, on peut peut-être aussi le dire aujourd'hui, c'est pas tous les financeurs qui demandent les émargements électroniques. Ça commence, donc il y en a quelques-uns, mais c'est pas l'intégralité. Donc, si encore aujourd'hui, vos émargements numériques sont acceptés, c'est OK. C'est juste, sachez que c'est sûrement en train d'arriver petit à petit. Ouais. Et donc, nous, on est là aussi pour faire de la veille et vous informer sur ce qui se passe sur le secteur de la forme pro. Et donc, ça vous concerne pas forcément aujourd'hui, mais ça vous concernera sûrement demain.
Il y avait la question évidemment des avantages. Alors, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, Pablo, mais on trouvait ça important aussi de les rappeler parce qu'on n'est pas simplement en train là de vous vendre. Mais juste pour terminer très rapidement, Pablo, pardon. Ouais. Je pense que l'important, c'est le diaporama justement pour terminer sur le côté entre l'image de signature et une signature électronique. En fait, la signature électronique, que ce soit la signature simple ou la qualifiée, ce qui est important, c'est qu'elle a une valeur légale et probante. Et ça, grâce à 3 choses. Le consentement. Avant la signature, on va demander à l'apprenant de cocher une case qui va lui permettre d'affirmer son consentement, d'accepter la signature. L'intégrité du document. Donc ça, en gros, le document va être scellé et horodaté, donc on ne pourra plus le modifier. Et l'identité du signataire. Donc l'identité du signataire, on peut la faire de plusieurs manières, si on l'a compris. Mais rien qu'avec de la signature simple, ça va être le « je possède » grâce au code qui va lui être envoyé sur son adresse mail ou son portable. Mais aussi, on va tracer son adresse IP pour vraiment valider l'identité de ce signataire-là. Et en fait, une fois qu'on a ces trois grands principes, la signature a une valeur légale et probante. Et c'est ça la différence avec juste un copier-coller d'une griffe sur un document. Et un copier-coller d'une griffe sur un document, là, le législateur vient voir qu'en fait, le document a été falsifié et modifié, alors que la signature électronique, on a vraiment ce document qui est infalsifiable. Donc, ça a une vraie preuve juridique. Ça vous protège évidemment des refus de financement potentiels. Et de la lutte contre les fraudes de manière générale. Alors, les avantages, je pense que, ils sont assez logiques et assez évidents, mais on va quand même vous les rappeler parce que si vous avez un choix à faire pour ces prochains mois, il n'y a pas que la question des émargements, il y a la question aussi de vos devis. N'importe quel TPE, PME aujourd'hui en France, et même nous on le voit en tant que client ou utilisateur, quand on a un document à signer de manière électronique, on le fait tout de suite. Alors que s'il faut imprimer, signer, scanner, globalement, là vous avez peut-être des fois 10 relances à faire pour que les gens, peut-être pas 10, mais bon, en tout cas on sait que c'est plus long. Et puis on a moins le risque de perdre le prospect, puisque du coup s'il signe tout de suite le devis, on sait qu'il va signer son devis de formation beaucoup plus rapidement avec l'utilisation de la signature électronique que s'il devait, comme tu le disais Pascal, imprimer, signer à la main et vous retourner en mail le document. Plus fait des allers-retours de pièces jointes, des dossiers, du stockage. Pablo le dira, mais en effet, on vient vraiment fluidifier et faciliter le process de signature de l'ensemble des documents. Et on est tous, non pas sans savoir que dans le monde de la forme pro, il y en a des documents à signer. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'utilisent maintenant, si vous pouvez nous faire un feedback en espérant qu'il soit positif, de nous dire depuis que vous l'utilisez, est-ce que vraiment il y a eu une amélioration de votre taux de retour, des réponses, d'efficacité de votre OF. Pablo, tu avais noté quelques autres avantages aussi. Je peux te Exactement. En fait, la chose la plus importante, c'est celle que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de rupture dans la signature. C'est-à-dire que si on envoie un devis à faire signer, la personne doit l'imprimer, doit le signer, puis le rescanner. Direct, on va perdre au grand minimum plusieurs heures, en temps normal, peut-être 1 ou 2 jours. Alors que là, le parcours va être le plus fluide possible et sans aucune rupture. En plus de ça, logiquement, c'est ce qu'on expliquait depuis le début, il y a une sécurité sans faille. Donc, on va pouvoir vraiment se permettre d'identifier le signataire et de sceller le document. Et en plus de ça, on va avoir une solution à valeur probante en France et en Europe grâce au règlement EDAS dont on a parlé au tout début. Et en effet, Mireille complétait en disant la partie l'avantage RSE, tout à fait, c'est aussi moins de papier, donc moins de stockage et moins d'archivage. Quand on a un certain nombre de clients, là, ça facilite aussi la recherche. On peut aussi le dire peut-être aujourd'hui, nous, tous les documents qui sont signés avec la signature électronique sur Digiformat sont conservés pendant 10 ans chez notre partenaire DocaPost. Donc, c'est-à-dire que même si vous mettez à jour vos documents sur Digiformat, on peut toujours venir retrouver les signatures et les conventions, les devis qui ont été signés de manière électronique. Donc, il y a vraiment une notion de sécurité et de dématérialisation à 100% du document. Alors, c'est vrai que Flavie nous fait une remarque intéressante. Parfois, le responsable de l'OF n'est pas disponible pour être réactif.
Flavie, on a pensé à normalement on a pensé à beaucoup de choses et du coup vous pouvez aussi intégrer les numéros de téléphone donc des assistants ou des assistantes de formation pour pouvoir signer les documents au besoin, enfin en tout cas recevoir le code et en effet pouvoir compléter. N'hésitez pas Flavie à nous contacter sur le support de Digiformat pour qu'on puisse discuter et revoir ensemble exactement ce besoin-là. Et puis aussi, actifs, ce sont bien ceux qui ont la main dans le cambouis et, tout à fait. Et qui sont administratifs. Gestionnaires de formation. Oui, Pablo. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a plus à se prendre la tête, entre guillemets, est-ce que cette personne a signé, est-ce que je vais devoir lui envoyer un mail ou quoi que ce soit. Là, tout ça est automatisé, ça permet encore de réduire le temps de signature. Tout à fait. Et donc forcément plus de business du coup sur la transition avec ce que disait Pablo. L'idée c'est de perdre moins les leads et les prospects. Alors ça y est, on est venu au bout de la présentation. Déjà dites-nous si ça vous a permis d'un peu mieux comprendre cette technologie et puis puis son intérêt. Et puis on va prendre les questions. Alors je sais pas, Pablo, je vais enlever la présentation. Hop, comme ça vous nous retrouvez avec un peu plus d'espace. N'hésitez pas à les lire aussi, puis à voter, à faire remonter celles qui vous semblent les plus intéressantes. Donc, il y a celle de Sylvie, tiens, qui a été votée 5 fois. Donc, peut-on utiliser la signature électronique dans les émargements des apprenants? Et si oui, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ça, on l'a vu, Maëva, mais tu peux peut-être... Mais oui, sur Digiformat, vous pouvez utiliser l'émargement électronique, tout à fait. Donc, on vient ici utiliser des signatures à valeur probante. Donc, on applique la signature électronique sur les signatures d'émargement. Ça, moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous avez des financeurs qui vous le demandent, du coup, d'utiliser les signatures électroniques. Voilà. Alors, il y a Valérie qui nous demande aussi... oui, Pablo, excuse-moi, vas-y, tu voulais rebondir? Je prenais juste une question qui était vraiment en lien avec la réglementation de la signature électronique, donc c'est intéressant. C'est Corinne Griffon qui demande si on peut signer à plusieurs endroits sur un document. Alors oui, il peut y avoir plusieurs signataires qui vont signer à plusieurs endroits sur un seul document. Par contre, c'est pas la peine pour un même signataire de signer à plusieurs pages du document, parce qu'en fait, la signature électronique va englober l'intégralité du document et l'intégrité de la globalité du document. Donc, c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'avec une seule signature électronique à poser sur le document, l'intégralité du document est couverte par cette signature électronique. Puisqu'on peut peut-être le rappeler encore une fois, mais vraiment, la griffe que vous voyez, la signature qui est apposée sur le document ne fait pas preuve de signature électronique. C'est pas ça la signature électronique, c'est vraiment un marquage encrypté qu'on vient apposer sur l'intégralité du document. Donc, c'est pas parce que la signature est apposée en bas à droite sur la dernière page que c'est que la dernière page qui est signée. Non, il y a vraiment l'intégralité du PDF qui est signée électroniquement. Alors, une question de Valérie qui nous demande qu'est-ce qui est juridiquement obligatoire? Suis-je en règle si mon client signe les documents par signature électronique via un tiers de confiance? Voilà. Mais que côté OF, nous avons intégré une signature image dans notre modèle de document pour la signature de notre représentant légal. Et normalement, la signature image ne fait pas foi. Non. Exactement. On revient toujours un peu à la même... Tout à fait, ouais. Vraiment, en fait, on vient apposer et vraiment la signature électronique fait foi à partir du moment où les deux signataires utilisent la signature électronique. Tout à fait. Ah oui, Calliope. Alors, vis-à-vis de tout ça, est-ce que, typiquement, je pense que Rodolphe, ta question, est-ce que l'auditeur, aujourd'hui, pendant vos audits de renouvellement, peut aller vérifier tout ça? Eh bien, tout à fait, ça peut notamment, et ça dépend aussi du document. Que ce soit les devis, les conventions, même les contrats de sous-traitance avec vos intervenants, si jamais vous faites de la sous-traitance, on va quand même venir vérifier que les juges et parties sont venus valider le document. Et si vous ne faites pas signer de manière présentielle les documents, la preuve de la signature est également importante. En fait, c'est comme si votre auditeur venait vérifier qu'il y avait ou non une signature. Mettre une image copier-coller de la signature, c'est pas une signature. Mais après, c'est vrai que sur les contrôles, c'est quand même plus les financeurs, quand ils vont vous contrôler, c'est vraiment eux qui vont aller creuser un peu plus loin. Et si jamais vous n'êtes pas en règle,
c'est de toute façon auprès des financeurs que les problèmes peuvent se poser. Complètement. L'auditeur, il va analyser un process, il va regarder un petit peu. Il va surtout vérifier Voilà. que les documents sont signés et qu'ils ont été compris par l'ensemble des parties prenantes. Mais par contre, ce sera vraiment les financeurs externes qui vont venir en effet creuser et vérifier le process de signature qui a été utilisé. Donc, pensez bien à faire émerger vos apprenants, pas de le faire a posteriori, même si des fois on oublie un peu. Le jour J de la formation, on force bien les apprenants à émerger pour pas se retrouver après à préparer son audit, à se dire mince, ça arrive parfois aussi ce genre de cas. Isabelle qui nous pose la question sur le RGPD, les cyberattaques. Comment garantir la protection des données via telle ou telle solution? Là, on revient un peu au règlement EDAS, j'imagine, Pablo. Et même au-delà de ça, au-delà du règlement EDAS, nous, on a pas mal de certifications autour de nos serveurs et autour de toute notre infrastructure informatique. Donc, en termes d'RGPD, on peut citer le ISO 27001 ou même le HDS, donc hébergeur de données de santé. Et en fait, tout ça, ça vient montrer qu'on va respecter ce type de réglementation. Et concernant tout ce qui va être certification autour de la signature électronique, vous pouvez les trouver sur le site de l'ANSSI. L'ANSSI qui va certifier les prestataires qui se réfèrent au règlement EDAS. Et donc, vous pourrez retrouver tous les prestataires de services de confiance, comme l'Expersona, qui sont certifiés pour exercer ce métier. Donc, typiquement, vous êtes contrôlé régulièrement par cette structure pour voir que tout est OK de votre côté. Exactement, c'est des certifications que l'on passe chaque année, qui sont relativement complexes. Et donc, c'est pour ça qu'on existe d'ailleurs. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ces certifications-là. Alors moi, je répondrais bien à la question de Colline qui a été du coup 9 fois posée. Donc, que proposez-vous pour un petit OF avec des besoins très ponctuels puisque vous animez peu de formation? Donc, Digiforma a un abonnement du coup qui est dédié aux petits organismes de formation, qui est l'indépendant ou alors l'équipe. Et la fonction de signature électronique est totalement intégrée à cet abonnement. Donc, Séverine pourra sûrement vous en dire plus sur le support ou alors vous pouvez contacter Digiforma. Mais vous avez un abonnement qui est adapté à la taille de votre organisme de formation et vous avez une option signature électronique qui est vraiment adaptée également à cette taille-là. Donc, vous avez un tarif réduit en fonction de votre utilisation de l'application. Donc, surtout, n'hésitez pas à tester le logiciel pendant 1 mois gratuit et à tester justement cette fonction de signature électronique pour savoir si ça vous convient ou non. Super. Pablo, tu avais une question peut-être qui t'intéressait. Attendez, on déroule vos questions. Peut-être Valérie. Alors pour le coup, deux qui vont être très rapides à répondre. Est-ce qu'on peut signer plusieurs documents avec un seul acte de signature électronique? Oui, on peut signer une liasse de documents avec un seul acte de signature électronique ou même on a une fonctionnalité qui permet pour un même signataire de valider et signer plusieurs documents avec un seul acte de signature électronique. Et la deuxième question qui va être répondue très rapidement, c'est est-ce qu'on peut mettre la signature où l'on veut dans le document? Alors, effectivement, oui, on peut la placer où on veut. Ça se fait de façon relativement simple. Donc, il y a aucune problématique là-dessus. Après, on vous invite directement à tester dans Digiforma pour que vous voyez exactement à quel endroit vous pouvez la placer. Mais en effet, la balise vient s'apposer sur la dernière page du document normalement. Et je voudrais juste répondre à la question de Valérie qui a été reposée 7 fois. Comment fait-on quand les signataires doivent signer 2 fois par jour et ainsi que les intervenants? Donc là, j'imagine qu'on est dans le cas des émargements où en effet, on doit signer matin, après-midi pour l'ensemble des apprenants. Donc là, c'est le cas des émargements électroniques. Donc nous, on propose cette solution sur Digiforma, les émargements électroniques. Après, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on vient ici sur chaque signature demander une double authentification. Donc l'apprenant va venir signer puis valider avec un code OTP, un code SMS, comme le disait tout à l'heure Pablo, la signature. Donc, en effet, c'est un process qui est un peu plus lourd que l'émargement numérique. Donc, à utiliser si vous avez un financeur qui vous le demande. Après, si c'est pas encore le cas aujourd'hui, sachant que c'est un process un peu plus lourd, vous pouvez continuer classiquement. Mais en tout cas, Valérie, si vous êtes intéressé par l'utilisation de cette fonctionnalité, sachez que Digiforma le propose. Et notamment, je pense à tous ceux qui font des formations e-learning, des formations, des classes virtuelles. Moi, j'aime bien le rappeler, quand vous avez vos apprenants à l'instant T, que ce soit en virtuel ou en présentiel, il faut qu'ils signent. Voilà, ne les perdez pas de vue. Des fois, les gens, on fait passer le formulaire ou même on est en classe virtuelle, on dit oui, je vais signer.
et puis on signe pas. Et puis c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez avec des problématiques de non-émargement. Donc, complètement. Et ça, Calliope est très strict là-dessus. Et l'utilisation de Digiformat vous permet vraiment de venir relancer les process de signature d'émargement et du coup de gagner du temps par rapport à ça. Alors, on peut encore prendre quelques questions si ça vous va. On les déroule encore. Hein. Tac, tac, tac. Celle-là n'est pas trop remontée. On va venir un peu sur les plus récentes. Et donc Adèle qui nous dit nos CGR signent en présentiel sur un téléphone. Donc on en revient au même principe. Donc quand c'est un émargement numérique, il n'y a pas de valeur probante. Exactement. Donc, voilà. On vous invite du coup à réfléchir à la solution émargement électronique et aux signatures électroniques. Et au-delà des émargements, c'est surtout les documents contractuels comme les devis, les conventions et les contrats de sous-traitance. Pour moi, c'est vraiment ça le premier niveau avant les feuilles d'émargement. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé du cas des émargements. Mais vraiment, pour moi, le premier niveau, c'est tout ce qui est documents contractuels. Donc, les devis, les conventions et les contrats de sous-traitance avec vos intervenants. Tout ça, c'est des documents sur lesquels on propose la signature électronique sur Digiformat. Et ça va vraiment vous faire gagner du temps et de la sécurité sur beaucoup de sujets. Alors, on a perdu Pablo, mais il va revenir. Dans tous les cas, on est déjà presque arrivé au bout. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi de votre côté, est-ce que vous avez eu peut-être déjà des problèmes avec vos financeurs sur cette thématique? Comment aussi aujourd'hui vos apprenants réagissent par rapport à ce nouveau type de signature d'émargement? Est-ce que vous avez quand même des bons retours? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore un peu des frictions, que c'est pas toujours évident? Je réponds peut-être à la question de Laetitia qui demande quel risque pour un OF dont le fournisseur de signature électronique ne répondrait pas aux obligations EIDAS. Alors, j'ai envie de vous dire, Laetitia, c'est que c'est pas un bon fournisseur de signature électronique puisque vraiment le règlement EIDAS, et je te laisserai compléter Pablo, c'est vraiment le règlement qui vient encadrer les process de signature. Exactement. En fait, il faut être PSCO, donc prestataire de service de confiance. Si le prestataire de signature électronique n'est pas PSCO, il n'est pas prestataire de signature électronique normalement parce qu'il faut être certifié donc pour pouvoir apposer cette signature-là. Et du coup, les signatures n'auront pas de valeur probante, j'imagine Pablo, ni une valeur légale précise. Exactement, tout à fait. Dans ce cas, ça équivaut à de la signature copier-coller et apposée sur un document. Et donc, en cas de litige, cette signature ne ferait pas foi. Tout à fait. C'est effectivement à vous de vérifier votre prestataire et de toute façon, typiquement, c'est marqué dans vos sites web. C'est des éléments que vous indiquez dans vos sites web de toute façon. Donc, c'est facilement vérifiable. Je prends juste une question et d'ailleurs, désolé, la connexion Internet a sauté. Mais l'accord de la personne n'est donc pas nécessaire. Alors si, justement, et c'est pour ça qu'il y a une case à cocher pour demander le consentement de la personne à la signature. Mais là, que faire si l'OF a un refus de l'apprenant ou de la personne, Pablo? Est-ce que le destinataire, il peut dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là, il n'est pas obligatoire parce que l'État ne le rend pas obligatoire. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que doit faire l'organisme de formation? Il doit lui proposer d'imprimer le document et de le signer manuellement. C'est pour travailler dans le milieu de la signature électronique depuis maintenant quasiment 6 ans. J'ai vu très très rarement le cas et nos clients nous ont très très rarement remonté le cas. Si ça se compte sur les doigts d'une main, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs de signer électroniquement. Du moment où c'est un code envoyé par SMS ou quoi que ce soit, où on ne demande pas des choses très complexes, mais comme par exemple l'identité numérique de la poste, où quelqu'un ne l'a pas et ne veut peut-être pas faire l'effort de vouloir la faire, etc. Il n'y a pas de raison que la personne refuse. Ça marche. Merci Pablo. Ok. Très bien. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, en tout cas sur la signature électronique et l'utilisation de la signature électronique avec Digiformat, n'hésitez pas à tester l'application Digiformat si jamais vous n'êtes pas encore client. Sachez que vous pouvez la tester gratuitement et tester également cette solution de signature électronique. Sinon, vous pouvez également nous contacter pour nous poser plus de questions sur le support.
de Digiformat. Donc sur le site de Digiformat, il y a un onglet Nous contacter. Voilà, j'en Oui. profite, Pascal. Profites-en, profites-en. De toute façon, pub. je pense que la plupart nous connaissent déjà. Et puis moi, de mon côté, pour ceux qui sont pas clients Digiformat, vous venez sur OF Connect, vous tapez dans Google OF Connect, vous trouverez le formulaire d'inscription. On a un Slack. On évoque le sujet parfois aussi au niveau des outils, au niveau des process. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est plus de 3500 OF Calliopisés. Donc, on a de quoi partager. Certains que je connais sont sur le chat, hein, donc c'est super de vous avoir aussi parmi nous. Et puis, on se retrouvera mercredi prochain pour un autre webinaire. Alors, ça, c'est un autre sujet. On change de thème sur la VAE. Également un thème très réglementé, donc également très intéressant. Ouais, un thème très réglementé. On aura des super intervenants. Et puis, je pense que Pablo, en tout cas, peut-être qu'on rééditera avec toi, Maëva. Avec grand plaisir. Parce que c'est un sujet qui va continuer à faire parler de lui, je pense, ces prochains mois et ces prochaines années. Donc, on ne se perd pas sur le thème et on continue à en parler avec vous. Tout à fait. Merci. Et je peux juste conclure sur le fait que Pablo est de l'Expersona et Digiformat. Donc, on est partenaire et on va faire évoluer le logiciel Digiformat avec l'Expersona. Et donc, on va vraiment faire en sorte de s'adapter à toutes les contraintes réglementaires et législatives puisque Pablo avec l'Expersona vraiment sont à la pointe de la technologie sur le sujet de la signature électronique. C'est exactement ça. Et la réglementation, mais comme je le disais au début, ne cesse d'évoluer. On est là pour s'adapter, pour proposer des solutions les plus simples pour répondre à ces obligations réglementaires. Et merci à Séverine de nous avoir accompagnés sur le support. Et vous recevrez le replay directement à la fin du webinaire. Merci à tous et puis à très vite et bonne fin de semaine et bon courage pour ceux qui passent leurs audits cette semaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.